Dans ce module dédié à l'anatomie du rachis osseux, nous évoquerons successivement l'organisation globale des vertèbres au sein du squelette rachidien, nous évoquerons la fonction principale ou les fonctions principales de chacun des étages rachidiens dans la physiologie de l'organisme. Nous détaillerons ensuite l'anatomie particulière des vertèbres en insistant sur ce qu'elles ont de spécifique selon l'étage concerné. Nous rappellerons ensuite la place de chacune des modalités d'imagerie dans l'analyse de ce rachis osseux. Enfin, nous vous proposerons un bref voyage radioanatomique en IRM à travers quelques coupes sagittales reprenant les points anatomiques les plus importants. D'une façon générale, le squelette rachidien est organisé de 7 vertèbres cervicales présentant une convexité antérieure, c'est-à-dire une lordose, de 12 vertèbres thoraciques à concavité antérieure, c'est-à-dire une kyphose, et de 5 vertèbres lombaires à convexité antérieure présentant une lordose. L'ensemble est empilé de haut en bas comme une pile d'assiettes reposant sur un segment fusionné qui est le segment sacré et comportant 5 vertèbres. Vers le bas fait suite le coccyx. Commençons par détailler le rachis cervical. Ce rachis cervical présente deux fonctions principales. La première, la plus importante, c'est toute sa subtilité, c'est d'assurer une certaine mobilité, et même une mobilité importante, au crâne, pour que ce dernier assume sa fonction de vision. Le deuxième rôle important du rachis cervical, c'est un rôle partagé avec les autres étages rachidiens, c'est la fonction de protection du contenu neurologique. Le canal osseux ainsi réalisé accueille le cordon médulaire et le protège dans la mesure du possible de phénomènes traumatiques notamment. À l'étage thoracique, on retrouve ce rôle de protection du contenu neurologique. Il existe un second rôle, et pas des moindres, c'est d'accueillir la cage thoracique. Le grille costal se fixe postérieurement sur les corps vertébraux. La mobilité qui va en résulter permettra la respiration. Il est intéressant de noter que parce qu'il existe de très nombreux ligaments pour fixer ces cotovertèbres, eh bien l'ensemble revêt une certaine rigidité. Autant le dire, cet étage thoracique est très rigide par opposition au rachis cervical mobile ou au rachis lombaire relativement mobile, ce qui explique qu'en traumatologie, il existe fréquemment des lésions sur ces jonctions cervico-thoraciques ou thoraco-lombaires. Que dire de l'étage lombaire? Eh bien, il supporte l'ensemble du poids du tronc et du rachis supérieur, ce qui explique qu'il est relativement consistant. Les vertèbres sont assez volumineuses. Ceci se heurte à un besoin de mobilité et c'est des fonctions relativement ambivalentes qui sont assumées à cet étage grâce à une organisation anatomique relativement particulière. Je n'oublierai pas à cet étage comme aux autres la fonction de protection du contenu neurologique. Je vous propose maintenant de détailler l'anatomie particulière de chaque vertèbre. La vertèbre lombaire est un modèle le plus intéressant, le plus typique. On rappelle que le squelette rachidien est composé d'un segment antérieur constitué de l'empilement des corps vertébraux et des disques, tandis que le segment postérieur, correspondant à l'arc postérieur, ferme le canal rachidien postérieurement. Le corps vertébral a été évoqué. À ce corps vertébral fait suite des pédicules orientés, disons-le, sagittalement à l'étage lombaire, qui mèneront au massif articulaire, qui s'articuleront vers le haut et vers le bas à travers des articulations zygapophysaires avec les vertèbres adjacentes. Plus vers l'arrière, le canal rachidien est fermé par les lames qui convergent vers les processus épineux. Pour être complet, nous parlerons des processus transverses, éléments osseux d'orientation oblique, dont la fonction est d'accueillir des structures ligamentaires, mais surtout musculaires. Le canal rachidien, on l'a dit, est entre le segment antérieur et le segment postérieur. Si l'on regarde une vue de profil, on retrouvera les différentes structures que nous avons évoquées, le corps vertébral, les pédicules. À l'interface entre deux pédicules se trouve le foramen intervertébral, nom qui d'ailleurs a remplacé le trou de conjugaison, terme à ne plus utiliser. Ces pédicules mènent vers l'arrière au massif articulaire.
le massif articulaire supérieur d'une vertèbre s'articulant avec le massif articulaire inférieur de la vertèbre adjacente dans l'articulation zygapophysaire. Le terme d'articulation interarticulaire postérieure a également disparu. Site anatomique très intéressant, à l'interface entre un massif articulaire supérieur et inférieur d'une même vertèbre, l'isthme intervertébral. Enfin, le processus transverse et le processus épineux ont déjà été évoqués. Antérieurement, le disque intervertébral est un coussinet fibrocartilagineux d'amortissement et de soutien à l'interface entre deux corps vertébraux. Il présente une composante centrale relativement fluide qui s'appelle le nucleus pulposus et en périphérie des fibres collagéniques plus résistantes, bien qu'élastiques, s'appelant le nucleus fibrosus, l'annulus fibrosus, pardon. En périphérie de cet annulus fibrosus, il convient de le détailler. Ici, c'est très utile dans la pathologie rhumatismale. Les fibres de Charpey constituent les fibres très périphériques de l'annulus et rejoignent un coin vertébral à un autre. Nous verrons les implications que cela peut avoir dans le chapitre concerné. Si l'on parle des spécificités propres de chaque vertèbre, eh bien, à l'étage cervical, on dira que la vertèbre est de petite taille, qu'elle présente, pour garantir une certaine stabilité, un rebord osseux relativement saillant qui s'appelle le processus inciforme et dont le but est d'éviter le déplacement latéral d'une vertèbre sur l'autre lors des mouvements. Latéralement, le processus transverse est en fait double et osseux, permettant de délimiter un foramen transversaire où chemine l'artère vertébrale en direction du contenu du crâne. Pour être complet, disons que les pédicules à l'étage cervical sont orientés très obliquement. Ceci explique une certaine obliquité vers le dehors et vers l'avant des foramen intervertébraux et ceci explique que le plan sagittal a une importance relativement modeste à l'égard de l'exploration du foramen à l'étage cervical, d'où l'intérêt pour certains auteurs d'utiliser du MPR pour tourner obliquement à travers ces foramen intervertébraux. Quid de la vertèbre thoracique? Eh bien, cette vertèbre thoracique est de taille moyenne, on l'a dit, ces vertèbres accueillent des côtes, pour cela il existe une articulation costo-vertébrale sur le corps vertébral qui accueille la moitié de la surface, qui réalise la moitié de la surface articulaire, l'autre moitié étant sur la vertèbre sous-jacente à travers le disque, un arc postérieur de côte se fixant sur deux vertèbres adjacentes. L'arc postérieur de côte va ensuite cheminer vers l'arrière pour s'articuler doublement avec la vertèbre sur son processus transverse à travers une surface costo-transversaire. Dernière petite spécificité, les processus épineux sont relativement longs et obliques à cet étage. On terminera enfin, et je n'oublierai pas ce point, en disant que à l'étage thoracique comme à l'étage lombaire, les pédicules sont orientés relativement sagittalement. Ce que cela veut dire, c'est que les foramen sont assez transversaux et que vous les verrez relativement bien, comme à l'étage lombaire, par des coupes sagittales paramédianes, les interceptant par opposition à ce que l'on vient de dire à l'étage cervical. Alors voici ce que donne une image radiographique du rachis osseux. On le constate, l'imagerie radiographique par rayon X est l'imagerie de référence du contour osseux. C'est le calcium que l'on voit, c'est le contour osseux. Mais disons-le, on n'est pas très bon pour tout ce qui est dans les parties molles, et en particulier les disques et leur environnement. Notons aussi que le contenu osseux est relativement visible, mais on le sait, la radiographie est peu sensible dans la détection d'anomalies du tissu spongieux. Quid du scanner? Eh bien, le scanner, c'est une super radiographie. C'est de l'imagerie en coupe. On retrouve une excellente performance dans l'analyse des contours osseux. On améliore un peu par rapport à la radiographie l'analyse du contenu osseux spongieux. On améliore aussi un peu par rapport à la radiographie l'analyse des parties molles, discales mais également musculaires ou viscérales, grâce à un contraste, à une résolution en contraste meilleure qu'en scanner, mais disons-le tout de suite, beaucoup moins bonne qu'en IRM. Alors, quel est l'apport de l'IRM? Eh bien, c'est ça,
c'est de pouvoir regarder dans les disques, dans les parties molles environnantes, notez ce que le contraste graisseux apporte. Il y a beaucoup de graisse dans le tissu environnant le squelette rachidien, mais également dans le canal rachidien. Ceci vous offre beaucoup de contraste et vous apporte énormément d'informations. Cette même graisse intravertébrale vous apporte de l'information cruciale en pathologie tumorale sur le contenu spongieux d'une vertèbre. Le prix à payer de tout ça, c'est que si vous avez une bonne résolution en contraste qui vous permet d'observer des structures au sein des parties molles, eh bien, vous êtes mauvais en IRM dans l'analyse du contour osseux. L'IRM n'est pas une imagerie du contour osseux, elle est donc toujours complémentaire de bonnes radiographies standards. Qu'est-ce que l'on trouve si l'on circule à l'intérieur de ces vertèbres et de ce squelette rachidien dans un plan sagittal T1? On va constater, comme on l'a dit, qu'il existe beaucoup de graisse qui contourent les corps vertébraux par l'intérieur, mais c'est également vrai dans les processus épineux, qui sont en arrière, sur la ligne médiane. L'anatomie de l'espace épidural sera détaillée dans un chapitre dédié. Si l'on se déplace latéralement, on va intercepter les massifs articulaires postérieurement, qui commencent à s'empiler avec l'articulation sous-jacente par le biais de l'articulation zygapophysaire. Les pédicules sont orientés sagittalement ou légèrement obliquement, mais vous intercepterez volontiers les foramens intervertébraux et notez le contenu vasculaire, veineux mais également artériel, ainsi que radiculaire, qui y siège, et en particulier à la partie haute. C'est quelque chose sur lequel nous reviendrons dans le chapitre dédié. Si nous continuons latéralement, on intercepte, comme je le disais, les pédicules intervertébraux, orientés assez sagittalement, on les voit bien dans le plan sagittal. Latéralement, on perdra les corps vertébraux et les disques pour intercepter les processus transverses. En pondération T2, on retrouve la même anatomie. Notez que cette pondération permet d'accéder au contenu neurologique grâce au bon contraste offert par le liquide céphalospinal. Le cordon médulaire descend jusqu'au niveau L1 ou L2 et se termine par le cône terminal pour donner place aux racines de la queue de cheval, très bien visibles sur cette séquence. Latéralement, ce sont les mêmes coupes que précédemment, articulation zygapophysaire, pédicule, foramen intervertébral comportant une racine et des petits vaisseaux. À l'étage cervical, vous observez la même sémiologie de corps vertébraux empilés, riches en graisse, parce que le tissu spongieux est riche en moelle jaune, des disques intervertébraux, un canal rachidien comportant le cordon médulaire et le liquide céphalo-rachidien. Si vous allez latéralement, vous allez le constater, vous ne verrez jamais très bien le contenu des foramen. Or, c'est une information qui nous intéresserait. Pourquoi? Parce que ce pédicule est orienté sagittalement, je l'ai expliqué précédemment. Un peu plus latéralement, on observe l'empilement zygapophysaire des massifs articulaires. C'est une structure à toujours bien regarder, en particulier dans un contexte de douleur. En pondération T2, ou plutôt en stir sur ces images, on retrouvera l'empilement des vertèbres les unes sur les autres, séparées par des disques intervertébraux de signal relativement intermédiaire à l'état normal. On accédera au contenu du canal rachidien représenté à l'étage cervical par le cordon médulaire. Celui-ci est entouré par les espaces liquidiens pré- et rétromédulaires. Si l'on part un peu latéralement, on verra le disque disparaître pour intercepter les foramen intervertébraux, très courts et très obliques à cet étage, puis l'on verra l'empilement des articulations zygapophysaires. Au total, le premier point fort à retenir de ce module est que le rachis cervical est un segment très mobile qui assure la vision. Le rachis thoracique est quant à lui très fixe du fait de l'insertion du grille costal, tandis que le rachis lombaire est très stable pour supporter le poids du tronc. Le second point fort à retenir est que l'anatomie particulière des pédicules et des foramen intervertébraux à l'étage cervical les rend très difficiles d'analyse par l'imagerie en coupe et notamment dans le plan sagittal. Le troisième point fort à retenir est qu'au rachis, l'imagerie par rayon X, que ce soit la radiographie et dans une certaine mesure le scanner, est l'imagerie dédiée aux contours osseux, tandis que l'IRM est l'imagerie par excellence du contenu osseux et des parties molles.
Dans le prochain module, nous nous intéresserons à l'anatomie de l'espace épidural et à son aspect en IRM. Je vous remercie de votre attention.